Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui nous allons parler de l'univers de Game of Thrones en 2026. Donc un univers que j'ai assez peu évoqué sur la chaîne, je dirais, j'avais fait une vieille vidéo pendant la saison 8 de Game of Thrones, mais je ne recommanderais pas de la regarder, je pense qu'elle a très mal vieilli depuis le temps. J'ai gagné en maturité, nous allons dire. Et puis j'avais fait un live, même 2 lives peut-être, je crois, sur House of Dragon avec le collègue Nicolas à l'époque. Et j'avais mis Game of Thrones dans mes tops de mes univers de fiction préférés. Également en live aussi avec Maxence. Donc j'en ai quand même parlé, mais j'en ai jamais vraiment parlé dans une vidéo publique comme ça, avec mon tempérament d'aujourd'hui, nous allons dire. Donc je vais faire un petit récap un peu de ce que je pense de l'univers de Game of Thrones avant de parler de la saison 3 de House of the Dragon et ensuite de A Night of the Seven Kingdoms, du coup, qui sont les 2 séries que l'univers de Game of Thrones nous a proposées cette année. Donc déjà, faut savoir que la fantasy, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon univers. Tout ce qui touche aux rois, aux reines, avec des dragons, avec des elfes ou des gobelins ou des machins, c'est pas du tout mon délire, je suis pas du tout fantasy, je suis pas fan du tout des univers fantasy. C'est pour ça que le Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer de fou, je suis pas un grand fan de... les films sont bien, objectivement, mais c'est pas mon univers, quoi. C'est pour ça que j'ai lâché la série Amazon, parce qu'en plus elle était mauvaise, donc aucune raison de continuer. The Witcher, tous les univers comme ça, c'est pas mon délire. Mais l'univers de Game of Thrones est probablement mon univers préféré parmi ces univers de fantasy, parce que déjà il y a beaucoup moins de fantastique, déjà c'est beaucoup plus réaliste et terre à terre, et donc il y a des dragons, il y a les marcheurs blancs, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas fantastique à foison, on va dire. Donc il y a moins ce côté féerique, il y a un côté plus réaliste. Et ce que j'aime avec l'univers de Game of Thrones, c'est le côté surprenant, violent, mature et politique aussi. La politique qui est peut-être l'une des parties les plus intéressantes de cet univers, c'est qu'on est sur des personnages qui sont moralement complexes, avec des objectifs qui évoluent, justement ce côté jeu du trône que je trouve très ludique, et le fait que même si tu es un personnage positif, bah tu n'es pas forcément à l'abri de mourir ou quoi que ce soit, et encore moins à l'abri d'une mort crade, on va dire. Donc c'est ça qui a fait la marque de HBO et qui a renouvelé le style HBO. C'est vraiment le côté inattendu, violent, pas du tout puritain de l'univers de Game of Thrones, qui m'a fait apprécier cet univers-là, ce qui fait que j'aime quand même la série mère Game of Thrones. Après, je ne suis pas le plus grand fan de Game of Thrones. Effectivement, je pense que sans Game of Thrones, on n'aurait pas des séries à haut budget comme on en a maintenant aujourd'hui, c'est que la série a révolutionné le monde des séries télé à tout jamais, pour le côté blockbusteresque qu'elle a pu avoir, grâce au phénomène que c'est devenu au fil des saisons. Après, je dirais quand même que je préfère quand même largement les saisons qui ont coûté moins cher, notamment les premières saisons. C'est que moi, j'adore la première saison avec Sean Bean, Ned Stark. C'est une saison vraiment que je trouve vraiment excellente et j'avais rien à redire sur cette saison. Surtout que c'est là que tu as vraiment les premiers chocs qui apparaissent. Et j'adore la saison 4, je pense que la saison 4 est probablement la meilleure de la série, avec le procès de Tyrion, avec Pedro Pascal, Joffrey, Tywin, quel charisme Tywin. Donc je crois que c'était là qu'il y avait le The Hound avec Arya, donc c'est là qu'il y avait les meilleurs éléments. Saison 2 et 3, il me semblait, après j'ai pas revu la série depuis 6 ans, tu vois, même 8 ans, j'ai pas du tout revu la série depuis que parce qu'en gros je m'étais fait toute la série avant la saison 8 de Game of Thrones, et à chaque fois que je me refais un truc, que je découvre quelque chose avant la dernière œuvre de ce truc-là, la dernière œuvre est ratée et du coup j'ai l'impression d'être con, tu vois. Mais les saisons 2 et 3 je les apprécie quand même. Bon, c'est surtout parce qu'il y a des grandes séquences, des grandes révélations, mais c'est beaucoup de longs setups. Là où les saisons 5 et 6, ça appartient à la saison 5 qu'on s'émancipe des livres de J.R.R. Martin, et je trouve que ça se voit, notamment par la résurrection de Jon Snow, c'est que le fait de ressusciter Jon Snow, c'est complètement détruire la règle que la série t'a proposée, qu'on pouvait tuer des persos nobles comme Ned ou Robb, tu vois, et des persos charismatiques qui dégagent comme quelque chose dès la première saison, comme Jason Momoa, Drogo, là. Et là, boum, on te tue Jon Snow, et lui, il ressuscite. Parce que c'est le gentil, c'est le good guy. Et d'un coup, la série devient une série de fantasy classique, dans cet aspect-là, dans l'aspect où maintenant, les 3/4 des morts que vous verrez dans les dernières saisons sont assez prévisibles, et sont justifiés, mais votre héros va pas forcément mourir maintenant, parce que maintenant on veut plus le faire. Et ça se voit que là on s'émancipe des livres pour un scénario qui est un peu plus cohérent et logique et beaucoup moins surprenant, je trouve. Ce qui fait que les saisons 5-6 sont très cool, surtout en termes de blockbuster, mais le côté politique est beaucoup moins intéressant et il y a des personnages qui ont des conclusions qui sont assez décevants, jusqu'à la saison 7 et la saison 8, la saison 7 qui est raccourcie par rapport aux autres saisons, qui coûte beaucoup plus cher, qui est aussi excellent en termes de blockbuster, d'effets visuels et tout, mais qui en termes de scénario laissait à désirer. C'était vraiment à partir de là qu'on avait vraiment des personnages qui se téléportaient d'un endroit à un autre, on va dire. Et la saison 8, cata, hein. C'est que en termes de blockbuster, en termes d'effets visuels, de mise en scène et tout, c'est très bien. Là, visuellement, j'ai rien à redire sur cette saison, c'est vraiment un film sur petit écran, c'était un événement de fou à l'époque, je m'en souviens. Mais les choix scénaristiques, la Mad Queen, la mort de Cersei,
les marcheurs blancs, la première scène de la série, c'est les marcheurs blancs. Pour moi, tout le propos de la série, c'est te dire, tout ce que tu vois dans la série, les humains qui sont en train de s'entretuer, c'est rien du tout par rapport aux marcheurs blancs qui, eux, sont la menace ultime, et personne n'a fait attention à cette menace, et du coup, ils vont tous crever, tu vois. Pour moi, les marcheurs blancs, c'était la menace de fin, quoi, c'était la promesse, quoi. C'était, voilà, vous êtes tous entretués, vous avez fait des conneries, etc., et bah maintenant, vous êtes complètement divisés alors que la vraie menace arrive, quoi. Et ils meurent à la moitié de la saison, et au final, les trois quarts des personnages avaient raison de ne pas bouger de là où ils étaient, de Port-Réal et tout, et voilà, même l'arc de Jaime qui rétropédale, l'arc de Daenerys qui avance à 1000 à l'heure, et justement, House of Dragon gère beaucoup mieux le traitement de Mad Queen de Daenerys, sur le personnage de Rhaenyra dans cette saison 3 d'ailleurs, là où dans Daenerys c'était beaucoup trop survolé, on a rendu des personnages malins comme Varys et Littlefinger cons parce qu'il fallait finir la saison. Il aurait fallu 10 saisons, mais je comprends là le délire, c'est que les showrunners voulaient s'en aller, ils en pouvaient plus de faire toutes ces saisons de Game of Thrones, et les acteurs aussi voulaient s'en aller, c'est que maintenant faire des séries avec des saisons, avec 8-9 saisons, c'est quelque chose qui était peut-être à la mode il y a 15 ans, mais plus maintenant. Donc je comprends pourquoi il fallait terminer la série tout de suite, parce que tout le monde voulait quitter le bateau, on va dire, le navire, mais on aurait pu mieux le faire. On aurait pu mieux faire, ce qui fait que la saison 8 de Game of Thrones, bah oui, c'était une grosse déception, hein, donc de façon générale, ce qui faisait que moi je n'avais aucune envie de mater House of Dragon à l'époque, dans le sens où moi je vois pas l'intérêt de suivre des œuvres d'un univers dont on connaît déjà la conclusion et dont on sait que la conclusion de l'univers est ratée, tu vois. C'est pour ça que je suis pas contre le fait qu'ils fassent une série sur Jon Snow ou Arya qui se déroule après Game of Thrones. Comme ça, je me dirais, la conclusion, c'est pas Game of Thrones, c'est ces séries-là qui vont peut-être mieux conclure l'univers, tu vois. Parce que c'est vrai que la conclusion, surtout dans House of Dragon, ils arrêtent pas de te rappeler, là, de Song of Ice and Fire, les marcheurs blancs qui arrivent, les Winter is Coming, etc. Et toi, tu dis, arrêtez de forcer sur une fin qui a été nulle, arrêtez de teaser, arrêtez de faire genre que dans House of Dragon, il y a un truc de ouf qui va arriver, qui sera dans Game of Thrones, alors qu'en fait, on sait que c'était pété parce qu'on connaît la fin, quoi. Mais il y avait la concurrence entre House of Dragon et Rings of Power à l'époque. Donc on avait les deux grandes sagas de fantasy qui se confrontaient à la télévision. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je mettais les deux séries en même temps, du coup. Et c'est là que je me suis dit, putain, House of Dragon, c'est quand même bien. Tu vois, là où Rings of Power, les anneaux de pouvoir, oh, c'était un somnifère, c'était affreux, horrible, tu vois. Et donc, House of Dragon, la saison 1, j'avais absolument adoré la saison 1. Franchement, je pense que c'est peut-être en tout cas dans le top 3 des meilleures saisons de l'univers de Game of Thrones, j'ai eu un coup de cœur immense pour la saison 1 de House of Dragon. Tout ce côté, le fait qu'on soit plus restreint sur les personnages, qu'on soit vraiment focus sur une étude psychologique d'une seule famille, qui est la famille des Targaryens, sur un règne qui va bien, et qui va terminer en fratricide, en parricide, en une famille qui va s'entretuer à cause d'un roi qui a dit le mauvais mot avant de mourir, on va dire. Et le personnage de Viserys, c'est un personnage que j'avais adoré. Qu'est-ce que j'aime ce personnage. Vraiment, pour moi, les grandes scènes de House of Dragon sont toujours présentes dans la saison 1. Pour moi, on n'a pas fait plus marquant que la montée des marches de Viserys, par exemple. Donc pour moi, la saison 1, pour moi, c'était vraiment une excellente saison qu'ils ont sur 20 ans, où les personnages évoluent de façon exponentielle. On a un setup qui est super intéressant, des séquences de violence, des personnages qui sont très bien castés. Je trouve que c'était l'un des problèmes que j'avais avec Game of Thrones, c'est que je trouvais que pas tous les personnages avaient du charisme, ou étaient bien castés. C'est que moi, c'est là qu'on va me défoncer, mais je trouvais que Emilia Clarke en Daenerys, elle était assez fade. Jon Snow, Kit Harington, il était assez fade aussi. C'est pour ça que j'étais pas contre qu'on le bute. Tu vois, pour moi, c'était vraiment des Tyrion, des Jaime Lannister. C'était vraiment les Lannister qui avaient du charisme et qui portaient la série pour moi. Mais c'est vrai que dans Game of Thrones, les Stark, c'était souvent des acteurs qui étaient assez fades. À part peut-être Arya, tu vois, mais ouais, du coup, je me faisais un peu chier dans Game of Thrones. Là, je trouve que tous les acteurs sont globalement bien castés et ont du charisme. Ça c'est quelque chose qui fonctionne. Et du coup, malheureusement, la saison 2 n'a pas su parvenir à atteindre le niveau de la saison 1. Parce que, en plus, je connais un peu le déroulé du bouquin, donc Fire and Blood. Ce qui est très con, parce que là, ils sont en train de flinguer un peu le bouquin, alors que là, cette fois, ils ont la fin du bouquin. C'est pas comme Game of Thrones où ils ont dû improviser sur la fin, quoi. Et du coup, la saison 2 était une déception. Après, j'ai pas détesté. Moi, personnellement, j'ai maté ça une fois par semaine. Le côté politique et discussion, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, personnellement, ça m'a pas trop ennuyé, mais il y avait des arcs qui étaient beaucoup moins intéressants que d'autres, notamment l'arc de Daemon à Harrenhal. Il y avait ce côté horrifique qui était rigolo 5 minutes, mais sinon, il y avait rien à raconter là-dedans. Et le fait qu'on conclue la saison, parce que le setup est cool, je trouve que le setup reste quand même bien fait, mais on conclut la saison avant le payoff de la saison, quoi. C'est-à-dire le combat du gueulette, tu vois. Et du coup, la saison 2, c'était une saison qui était frustrante, surtout que maintenant, il faut attendre tous les 2 ans pour se taper une saison, etc., parce que c'est long à faire. Donc, bref, et aussi parce que l'audience a baissé, c'est que la House of Dragon, c'est pas une série qui est tant regardée que ça. Ça fait clairement moins de vues que Game of Thrones. Et du coup, malheureusement, le truc, c'est que Fire and Blood, c'est un bouquin où il y a énormément de batailles, énormément de dragons, etc. Et là, ils sont obligés de réduire. Et c'est là l'élément qu'on va retrouver dans cette saison 3, c'est qu'en saison 2, on a fait que décaler la danse des dragons, pour qu'au final, on ait un combat en milieu de saison qui était très sympa, et voilà, quoi. Et puis il y a des choses assez osées du livre, que j'ai trouvé pas assez bien fait, comme l'exécution des enfants au début de la saison 2. Bon, dit comme ça, j'ai l'air d'un mec cruel, mais
je m'étais fait une image de ça quand je l'ai su dans le bouquin, et quand j'ai vu dans la série, j'ai fait ah oui, ils sont allés de chill en fait, tu vois. Donc bon, surtout c'est à partir de là que J.R.R. Martin a commencé à péter un plomb, le créateur du coup de l'univers de Game of Thrones, etc. De Song of Ice and Fire. Parce que du coup on a Ran Condal, le nouveau showrunner des saisons 2 et 3, qui a tout fait à sa tête sans forcément consulter Martin, ou en tout cas Martin n'était pas d'accord et il n'obéissait pas forcément à ses conseils, ce qui a fait que Martin a lâché l'affaire pour la saison 3 parce qu'il n'était pas d'accord sur les modifications qui avaient été faites sur la saison 2, et du coup pour faire un avis sur la saison 3, sans spoiler très vite fait, puisqu'on va spoiler de toute façon, je trouve que c'était une saison globalement bonne, pas réussie non plus, mais une saison qui était bonne, on va dire. C'est que comme on a le payoff, c'est que du coup la saison démarre directement sur le payoff de ce qu'aurait dû être la fin de la saison 2, c'est-à-dire la bataille du Gueulette, tu vois, puis t'as l'épisode 2 qui était très bien, l'épisode 3 qui était une très bonne étude psychologique de Rhaenyra, et puis une fois que ces 3 superbes épisodes sont passés, ventre mou pendant 3 épisodes, on s'ennuie, c'est long. On s'attend à voir le combat à la bataille de Tumbleton, tu te dis, ah bah on t'introduit Ormund dans l'épisode 4, bah c'est bon, la bataille on l'aura dans l'épisode 5 ou 6. Non, c'est le final de la série. Enfin, c'est le final de la saison. Du coup, tu fais, oh putain. Et autant oui, au moins, l'avant-dernier épisode, il se passait des choses, et le dernier épisode était quand même réussi de façon générale. Autant il y a beaucoup d'arcs qui sont tellement moins intéressants que d'autres, autant il y a des personnages qui sont bizarrement ficelés par rapport à ce qu'ils étaient dans le livre aussi, et autant les acteurs restent excellents, ça je reste d'accord sur ça, même si j'ai quand même du mal, j'avoue que j'ai quand même du mal avec Emma Darcy en Rhaenyra, mais c'est surtout à cause de la version qu'on nous avait proposée d'elle enfant. C'était que Millie Alcock, elle campait une Rhaenyra qui était tellement sûre d'elle, charismatique, qui avait ce côté, vas-y, je vais foncer dans le tas et devenir reine, tu vois, que c'est une transition qui m'a toujours fait bizarre dans la saison 1, que passer de Millie Alcock à Emma Darcy qui campe une Rhaenyra qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus humaine, beaucoup plus émotive, etc. J'ai l'impression que c'est pas le même personnage, quoi. J'ai jamais réussi à avoir l'impression que c'était le même. C'est que oui, on va dire qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux époques, etc. Mais on t'a installé ce personnage avec cette personnalité pour une raison, et du coup tu nous la remets version adulte et c'est pas du tout le même personnage, j'ai l'impression. Alicent un peu plus, même si je trouve que les actrices se ressemblent pas du tout entre la jeunesse et la Alicent de Olivia Cook, du coup elle s'appelle je crois. J'ai un petit peu du mal avec la prestation d'Emma Darcy en Rhaenyra, je trouve qu'en fait elle a pas de charisme, mais elle se donne à fond dans le rôle, il y a des scènes où elle est en larmes, elle crie, elle essaie de s'imposer, mais à la fois autant c'est pas du tout cohérent avec la Rhaenyra enfant, et ça c'est un truc qui changera jamais, tu vois, autant je trouve que ça fonctionne avec le personnage qui est censé camper dans cette saison, qui est censé être cette reine qui doit essayer de prouver qu'elle est méritante, qu'elle mérite d'être la reine, etc. Mais en vérité on la prend pas vraiment au sérieux, et ça fonctionne avec le fait qu'elle ait pas tant de charisme que ça, parce que c'est le cas, en fait. Du coup, je trouve que ça fonctionne avec la série, en fait. Donc pour moi, ça marche dans le contexte de cette saison 3, et puis tout le casting est globalement réussi. J'ai beaucoup apprécié le nouvel antagoniste Ormund Hightower, joué par James Norton, qui a beaucoup de charisme pour le coup. Le méchant est peut-être un peu trop caricatural, on va dire, mais c'est un antagoniste qui a fait du bien à cette saison 3, je trouve. Et globalement, il y a des personnages qu'on avait oubliés qui reviennent un peu plus sur le devant de la scène, notamment les filles de Daemon. J'avais oublié que c'était ses filles, tellement il y a... De toute façon, il faut se faire un gros récap à chaque saison de House of Dragon, puisqu'il y a tellement de personnages et tout, c'est un bordel. Sinon, en termes d'effets visuels, il n'y a rien à redire, c'est que les dragons sont extrêmement bien faits. On n'a jamais eu autant de dragons dans une saison de Game of Thrones que dans cette saison de House of Dragon. Le générique en mode tapisserie qui décrit les événements de la danse des dragons, super cool. Après, j'ai jamais aimé le fait qu'on ait repris juste le thème principal de Game of Thrones et qu'on l'a mis sur un nouveau générique. Ça prive la série d'une identité propre, ce que a par exemple Night of the Seven Kingdoms, par exemple. Mais la BO de Ramin Djawadi est toujours aussi excellente, les scènes d'action sont toujours aussi épiques, violentes, spectaculaires, il y a rien à redire par rapport au peu des scènes d'action qu'on a. C'est que c'est ça le truc, c'est que on sent qu'ils ont moins de budget, on sent qu'ils étirent trop, et c'est là que tu as peur pour la saison finale, parce que la 4ème saison sera la dernière, parce qu'il manque beaucoup de choses à couvrir pour une dernière saison, et tu te dis putain, là c'est sûr, soit ils vont aller super vite sur l'évolution des événements, soit ils vont nous faire tellement de batailles hors champ, tu vois, comme dans cette saison. C'est que dans cette saison tu as une bataille en premier épisode, et encore la bataille est pas si longue que ça, et une bataille en dernier épisode, et sinon tu as des fins de bataille, tu as des après-batailles au milieu de saison, où du coup on te montre pas la bataille, on te montre ce qu'il y a eu, on te montre les corps déjà morts, quoi. Comme ça coûte moins cher. Et du coup, ce qui fait que cette saison est assez molle, parce que ça démarre fort, ça finit fort, mais le ventre mou malheureusement n'est pas super intéressant. C'est que tu as l'arc sur Aegon, qui est pas forcément super intéressant, même si l'aboutissement est réussi. L'arc sur Aemond, qui est similaire à celui de Daemon à Arenal, est
assez ennuyé aussi. Il y a des personnages, ils savent plus quoi en faire parce qu'au stade du livre, ce sont des personnages qui ne servent quasiment plus à rien, comme Alicent et le personnage de Crescent Cole, qui sont pareil, c'est des arcs qui sont pas très intéressants. Donc moi, les seules choses que j'ai vraiment trouvé intéressantes en termes d'arc, c'est le règne de Rhaenyra et toute la partie avec les Hightower que j'ai trouvé globalement réussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arcs qui laissent à désirer, ce qui fait que cette saison était globalement décevante, et puis il y a plein de problèmes de personnages par rapport au livre, par rapport à des incohérences, etc., qu'on va développer. Mais globalement, c'est mieux que la saison 2, mais ça reste décevant et je comprends pourquoi les gens quittent un peu le navire, malheureusement. Ça reste une très bonne saison, ça reste réussi, objectivement. Bon, il y a la colorimétrie grisâtre, que j'ai préféré en saison 2, c'est que la colorimétrie grisâtre, en fait, je trouve que ça crée ce côté désespoir, sombre, contre-jour, adulte, que j'aime bien dans le visuel, et des fois on s'en sert pour faire des très beaux plans et autres, mais des fois c'est juste gris et moche, et quand tu as des personnages en armure, et en plus même les armures sont pas dingues dans cette série, hein, c'est que t'as des armures qui sont cool, Hormone, Daemon, et puis t'as les autres armures, l'armure finale de Rhaenyra, bah avec l'éclairage grisâtre, bah on dirait un cosplay, tu vois, il y a pas le côté métal qui ressort, etc. Donc malheureusement, des fois la photo est bien, des fois la photo, bah je trouve amochi un peu des designs qui sont aussi assez décevants dans certaines armures. C'est que c'est comme l'armure de Aegon en saison 2, l'armure qu'il avait, c'est censé être l'armure de Aegon le Conquérant, et l'armure est moche, tu vois, il y a rien de spécial dans l'armure, quoi. Ça me dérange pas le fait que ça lui aille pas, parce que ça c'est cohérent avec son personnage, c'est juste le design en lui-même qui était pas beau, quoi. Donc pour moi, il y a aussi un problème de DA, un peu dans House of Dragon, qu'on peut critiquer. Mais voilà, à partir de là, je pense qu'on va pouvoir spoiler du coup cette saison 3, du coup, ben ça démarrait super bien, moi personnellement j'étais en kiff hein, sur le premier épisode, avec du coup la mort de Jace, et le fait qu'on ait altéré la chose par rapport au livre, par rapport au fait que du coup tu es Rhaena, je crois il s'appelle, qui apprend à dompter Ship Stealer, le voleur de dragons, et le fait que comme elle est jeune et tout, elle va directement foncer dans la bataille de Gueulette pour aider sa famille, à donc gagner la bataille, et indirectement le dragon ne va pas lui obéir, et va indirectement causer la mort de Jack Harris. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool comme élément. Je pense que c'est l'élément par rapport au bouquin qui n'est pas forcément mentionné que j'aime avec cette série, c'est l'imprévisibilité des dragons. C'est que c'est la phrase de Viserys qui dit que on pense qu'on peut contrôler les dragons, mais en réalité c'est une illusion. Les dragons font ce qu'ils veulent en fait. Et donc on voit à quel point les dragons c'est des animaux qui font comme ils veulent, comme ce qui leur passe par la tête, etc. Et que t'as beau les dresser, ben, ils peuvent complètement se retourner contre toi, et c'est ce qui se passe avec Ship Stealer. Après, faut dire que Rhaena était assez conne aussi, de foncer dans le champ de bataille aussi. Pas comme Jack Harris, il se prend une flèche, et il se dit, frère, je vais pas repartir, je vais continuer à me battre. Bah, tu vas canner, mon gars. Tu vois. Donc Jack Harris qui veut prouver sa valeur à sa mère, qui durant toute la saison 2 en avait marre de rester cloîtré dans son coin, et qui là va enfin en combat, et malheureusement ça va mener à sa perte. Une mort qui est assez réussie, parce que c'est une mort qui est assez simple, tu as le dragon qui s'enfonce, et ensuite il se prend de simples flèches, et tu vois ce jeune enfant, on va dire, qui s'imaginait un peu ce destin héroïque, qui meurt comme ça, comme un homme, comme un moins que rien un peu. Donc je trouvais que le combat était plutôt réussi. Et puis ça c'était le truc qui me manquait dans les précédentes saisons, c'était la mise en avant des skills du Sea Snake, du coup du personnage de Corlys Velaryon. C'est que Corlys Velaryon, il y a beaucoup de show don't tell, il y a beaucoup de tell don't show avec son personnage, c'est qu'on n'arrête pas de dire que c'est le plus grand marin de l'univers de Goth, que c'est le roi des marins, il a affronté plein de pirates, le mec il est beaucoup trop fort dans le maniement des bateaux, etc. Et on le voyait jamais, on l'a jamais trop vu, on l'a quasiment jamais vu à l'action, je trouve, Corlys. Et là, dans cet épisode-là, on le voit enfin déjà affronter des antagonistes à lui, donc affronter des pirates. Donc t'as la pirate youtubeuse d'ailleurs, qui boquait avec le Lannister, qui est en mode, bah moi j'ai accepté de faire ton truc juste parce que je veux buter Corlys, et du coup t'as Corlys qui l'affronte, qui réussit à manœuvrer son bateau de façon à traverser des chemins qui sont normalement remplis d'obstacles, et du coup c'était cool de voir Corlys respecté, quoi. Donc ça j'ai bien aimé, j'étais très satisfait du fait qu'on ait enfin mis en avant les capacités de Corlys, et ça fonctionnait aussi très très bien. Et à côté de ça, t'avais l'épisode 2, qui mettait du coup en place Rhaenyra, qui va donc conquérir Port-Réal, et là aussi tout cela marchait très bien dans la mise en scène, du coup Alicent qui respecte son deal, du coup, et Rhaenyra qui accède au trône. Après je trouve les personnages assez cons, parce que t'as juste Daemon et Rhaenyra qui vont sur le trône, et là t'as tous les soldats qui arrivent, et s'il n'y avait pas les manteaux d'or de Daemon, ils étaient morts, quoi. Donc ils sont un peu cons des fois, mais vraiment le démarrage du règne de Rhaenyra était très réussi, notamment avec toute la séquence où elle doit tuer Otto. Et écoute, t'as ce plan magnifique où t'as son reflet sur le sang de Otto, d'elle qui va s'installer sur le trône, et le fait que je sais qu'on n'est pas du tout sur la Rhaenyra des bouquins, où cette version de Rhaenyra, bah elle est beaucoup plus inhumaine, elle est très froide, je crois qu'elle grossit au fil du bouquin, etc. Cette version-là est beaucoup plus humaine, justement, et du coup le fait qu'elle galère à tuer Otto, etc., je trouvais que ça marchait très très bien. Malheureusement, Otto, très grosse déception, c'est qu'on te l'avait teasé, on
on voyait qu'il était en prison vite fait en fin de saison 2. Le gars, on l'a fait disparaître des 3/4 de la saison 2, alors que ce personnage-là était excellent. Et je crois que dans le bouquin, il est pas censé partir, il est encore avec Egon dans le bouquin, je crois. Donc là, le fait qu'on les fait partir, qu'on les fait quitter la série en saison 2, pour que à peine on le retrouve, ils se fassent exécuter... J'ai trouvé ça extrêmement décevant en sachant qu'en plus Rhys Ifan c'est un acteur absolument excellent, c'était l'un des personnages préférés, mais j'oublierai jamais la scène où il embrouille Egon, et du coup Egon lui enlève son petit septon et le donne à Kristen Cole pour qu'il devienne la nouvelle main du roi. C'était une séquence que j'avais adorée, je suis vraiment très triste que Otto, la scène de sa mort est très bien, tu vois, on sent c'est à cause de lui que tout est parti en cacahuète, c'est symbolique que lui meurt à ce moment-là. Mais j'aurais aimé qu'on en fasse plus avec lui, quoi. L'acteur est tellement excellent, il avait du potentiel, il avait du charisme. C'est un personnage qui a tenté de mettre sa famille sur le trône, et il lui-même se rend compte de toutes les atrocités que ça a commises, et il regrette presque Viserys, quoi. Du coup, c'est un personnage qui est assez tragique dans le fait qu'il ait tenté de faire le malin, et malheureusement, ça lui a coûté sa place, quoi, et sa tête. Et du coup, et même le fait qu'il meure en pensant que toute sa famille est morte, je trouve que c'est poétique par rapport à son personnage qui a causé toute cette danse des dragons, quoi. Donc vraiment, c'était l'une des déceptions, c'était que Otto n'en fasse pas grand-chose, et on le tue comme ça, et c'est assez dommage. On aurait pu en faire plus avec ce personnage-là. Et ensuite, tu avais l'épisode 3 qui est de façon cohérente le démarrage de cette saison 3, parce que le combat du Gueulette et Rhaenyra sur le trône, c'est clairement ce qu'aurait dû être la conclusion de la saison 2. Parce qu'on avait 10 saisons en saison 1, là on avait eu que 8. Ça aurait dû être les 2 épisodes qui auraient fait les 10 épisodes qu'on aurait dû avoir. Après, je crois que c'était à cause de la grève des scénaristes qu'ils n'avaient pas pu faire tous les épisodes à l'époque. Malheureusement, on est resté sur 8 épisodes pour cette saison 3. Je pense qu'il y a une grosse histoire de coût d'argent par rapport à cette série, comme je vous l'ai déjà dit. Mais l'épisode 3 était très réussi parce qu'on était sur un épisode qui était quasiment intégralement du POV de Rhaenyra. C'était super intéressant de développer son POV de manière à comprendre comment elle va devenir cette reine folle qui va être détestée par la suite. Dans le sens où du coup on voit toutes les choses qu'elle doit manager dans sa tête, le fait qu'il n'y ait plus d'argent public, le fait qu'ils aient plus de trésorerie, le fait qu'il faut légaliser les Vélarions en Vélarion, tu vois. Et puis tout ça implose à la fin quand on découvre que le Daeron qu'ils avaient kidnappé était en fait un faux Daeron orchestré par Ormund. Du coup, ça c'était un épisode qui était très très bien mis en scène sur le POV de Daenerys avec des effets d'acouphènes, etc. dans sa tête pour montrer à quel point elle est en train de perdre la tête. Donc, et je trouve que c'est l'arc qui fonctionne bien, c'est que l'un des éléments qu'on pouvait reprocher à la saison 2 de House of Dragon, le camp des Noirs et des Verts était trop délimité par rapport à qui sont les gentils et qui sont les méchants. Alors que dans le bouquin, ce sont tous des connards, quasiment, et dans la série, c'était pas assez le cas. Là, dans cette saison, c'est quand même beaucoup plus le cas, tu vois, c'est que là, Rhaenyra, pour le coup, comme on donne un arc qui fait très campbellien à Aegon, limite, on est peut-être plus attaché à Aegon que à Rhaenyra à la fin de cette saison 3, vu que Rhaenyra va commettre de plus en plus de dingueries dans cette saison 3, et à côté, tu as des personnages comme Daemon qui va se comporter comme un gros connard envers Ulf, etc., et qui va même brûler des enfants dans le dernier épisode. Tu as le mec du Nord qui va aussi tuer un enfant dans le dernier épisode aussi, Tommy Flanagan. Donc là, pour le coup, la limite entre gentil et méchant est complètement brouillée par rapport à ça, ce qui fait que maintenant, il y a des personnages du clan des Verts que j'aime bien, et des personnages du clan des Noirs que j'aime bien, et inversement, il y en a que j'aime pas, il y en a que je déteste, etc. Donc là, je trouve que l'équilibre est mieux géré, tout en réussissant à développer les personnages de façon correcte. Dans cette saison-là, c'est pour le coup, la Rhaenyra, elle va dans son côté obscur, on l'assume, on l'accepte, et ça marche bien, pour le coup. Malheureusement, on avait les épisodes 4, 5, 6, où on s'ennuyait, c'est que j'aimais bien le fait d'introduire Ormund, c'était cool, on introduit le grand méchant, c'est le grand Manitou, il n'a pas de dragon quasiment, et tout ce qu'il fait c'est agir de façon stratégique, donc quand il fait tuer les manteaux dorés, quand il proclame Daeron comme le nouveau roi, quand il met des enfants devant la passerelle dans l'épisode final, on voit à quel point c'est un connard, et le fait qu'en vérité c'est un personnage qui déteste les Targaryens, qui les voit comme des intrus, des étrangers, etc., et qui veut en vérité avoir le trône pour lui, avec Daeron en tant que justificatif du fait d'occuper le trône. Ce qui fait qu'il est très bon stratège, fait qu'il est aussi très arrogant et très imbu de lui-même et très colérique, et c'est ça qui va lui coûter sa vie, clairement, durant la fin de cette saison. Et j'adore le gimmick du fait qu'il supporte pas les odeurs puantes et qu'il ait toujours un petit parfum à sentir. Du coup, dès qu'il y a du sang, il va commencer à vomir, etc. Ça, c'est un gimmick qui le rend détestable, parce qu'il respecte pas les gens qui sentent pas bon, tu vois. Et du coup, je trouve que ça marche bien. Je trouve que James Norton, il a vraiment une bonne gueule, il a vraiment du charisme, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose. En plus, son armure était stylée, donc son personnage fonctionnait vraiment bien. Et à côté de ça, je trouve que toute la partie Hightower était l'une des meilleures parties de cette saison, Même pas besoin de Otto pour ça. Mais vraiment, le personnage d'Aeron, qui est interprété par le futur acteur du film Zelda, qui jouera Link, du coup, je trouve que le gamin est très bon, assez bien développé. Je trouve que la relation entre lui et Ormund fonctionne assez bien, dans le sens où lui, il veut pas obéir à Ormund, mais il est obligé parce que Ormund le manipule, etc. Le fait qu'il soit attaché à son dragon, qui est très cool, son dragon bleu. Plus tard dans la saison, il y a du coup le personnage de Gwaine qui arrive et qui va un peu devenir son compagnon positif durant cette campagne avec Ormund à Tumbleton. Du coup, je trouve que ça marchait assez bien, surtout que Gwaine, c'est un personnage dont personne n'avait quelque chose à faire
frère en saison 2, donc le frère de Alicent. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant, c'est que là, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne peux t'attacher qu'aux personnages rationnels dans cette série, dans le sens où les seuls personnages qui sont vraiment rationnels, c'est Daeron, Gwen et Corlys, dans cette série quasiment. Peut-être que j'en oublie un ou deux, mais ces personnages-là, tu les aimes bien parce que eux, ils sont pas fous, ils sont pas timbrés, ils sont pas ambitieux, ils sont juste logiques. Et du coup, Gwen, tu le vois passer tous ces épisodes avec Criston Cole, tu comprends pourquoi il s'en va, parce que Criston Cole, il est suicidaire, il fonce vers sa mort, tu vois. Et là, il débarque, il voit Ormund qui est complètement timbré, qui veut faire de Daeron roi, etc. Il est en mode, c'est quoi ce bordel? Cassons-nous, je sais très bien qu'on va tous crever si on fait sa guerre, quoi. Du coup, je trouve que le personnage de Gwen marche assez bien, notamment toute la séquence où lui et Corlys, les deux personnages les plus sensés de la série, on va dire, essayent de raisonner Daemon pour faire la paix. Bah, ça marche pas parce que Daemon c'est le mec qui incarne cette absence de raison justement dans cette série. Donc là, cette séquence-là fonctionnait aussi assez bien. Donc c'est un personnage qui est plutôt attachant. Et normalement dans le bouquin il est déjà mort à ce stade-là. Et là ils l'ont laissé en vie. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage de Gwen, et l'acteur est assez charismatique, etc. Et du personnage aussi de Daeron qui a disparu, qui est probablement pas mort non plus. C'est un personnage que les gens veulent tuer par rapport au fait qu'il a été auto-proclamé roi par Ormund, alors qu'en réalité c'est un gars qui veut pas du tout faire ça, qui veut pas du tout être roi, qui veut vivre sa vie tranquille. Du coup c'est un personnage qui est assez attachant, j'espère qu'on le reverra dans la saison finale du coup, parce que c'est vrai qu'aussi malheureusement il a pas fait grand chose dans cette saison, on aurait pu plus set-up son dragon, le voir faire des choses, là malheureusement il a été assez passif dans cette saison 2, 3 malheureusement, mais voilà. Et en plus d'ailleurs l'homme de main d'ailleurs de Ormund, c'est l'acteur qui jouait Brasso dans Andor, et j'étais très content de le voir là-dedans, un acteur que j'aime bien, donc et le fait que ce soit le seul mec je crois qui en combat au corps à corps et quasiment battu Daemon, hein, c'est que s'il n'y avait pas eu les flammes, il aurait buté Daemon, donc ce personnage-là aussi, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il va devenir par la suite, le fait qu'il soit encore en vie, et que maintenant qu'il ait perdu son maître, du coup, Ormund, mais ça m'a fait plaisir de voir Brasso de Andor dans cette série. D'ailleurs, t'as le frère de la femme de Hugh, qui est joué par un mec qui était dans Andor aussi, qui était le père du personnage du jeune dans Andor, il connaît un peu le même sort d'ailleurs, et dommage que ça fait partie des trous scénaristiques qu'ils n'ont pas utilisés, le fait que Ormund se servent du dragon de Daeron pour tuer ce pauvre paysan. Je pensais qu'ils allaient faire un délire où il va convaincre Tumbleton que Rhaenyra ait tué ce pauvre paysan, comme ça il va convertir tout Tumbleton à être contre Rhaenyra. Bon, au final ils ont pas du tout fait ça, donc c'est assez dommage, parce que du coup en final c'était juste une scène pour montrer que Ormund était très très méchant, en gros. Donc tout l'arc sur Tumbleton j'ai plutôt apprécié. Autre arc que j'ai apprécié, c'est l'arc sur les bâtards. Je trouve que les bâtards sont assez bien développés dans cette saison, notamment du coup tu as les bâtards de Corlys Velaryon. Bon, Adam est assez peu développé, il est pas très intéressant. Pour le coup, on fait pas grand chose avec lui, il a une petite relation qui est sympa avec Baela, tu t'attends à ce qu'ils finissent en couple, au final non, Baela se met avec Aline, mais Aline, je trouve que l'acteur a vraiment du charisme, tu vois, il est chauve, il a ce côté un peu vraiment mec qui obéit aux ordres, avec des cicatrices, il a vraiment ce côté sérieux, ce mec bien élevé, on va dire, et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui à la fois déteste son père parce que son père l'a abandonné, et à la fois qui le respecte, qui l'honore, justement, c'est lui qui va tuer du coup la pirate, parce qu'il pensait qu'elle avait tué son père, et du coup il aime son père malgré tout, alors que son père l'a jamais légitimé, c'est légitimé ou légitimisé, je ne sais pas. On va faire légitimer, on va dire. Dans toute la série, Corlys va essayer de faire légitimer ses enfants, mais Aline est en mode, bah toi t'as mis 30 ans à m'accepter, donc pourquoi elle devrait me légitimer maintenant, tu vois. Donc c'est un personnage dont l'évolution peut être super intéressant, parce qu'à la fin c'est lui qui tue le grand septon, et donc il est un petit peu corrompu par la vision de Rhaenyra, donc je me demande si le personnage va pas être corrompu par ce que Rhaenyra est en train de lui donner, dans le sens où lui aussi on sent qu'il a un peu avide de pouvoir, c'est que là il se considère déjà comme l'héritier de Corlys, comme le futur grand chef de la marque, etc. Et du coup bah maintenant il a tué le grand septon, et donc il y a un côté corruption qui peut être assez intéressant sur son personnage là, à côté de Baela qui est un peu moins ignoré que dans les précédentes saisons, c'est que là Baela elle a vu Jacaerys mourir, elle a ignoré toute la saison par Rhaenyra, et tu as Rhaenyra sur la fin de la saison qui lui parle super mal, en mode ouais, t'es une conne, etc. T'as tout ce que tu as fait, c'est que toute la saison on la voit patrouiller pour trouver des choses qui pourront aider Rhaenyra, sans aucun résultat, ce qui fait que Rhaenyra la considère pas et la déteste, et du coup je pense que l'arc sur Baela peut aussi être assez intéressant par la suite, même si malheureusement c'est pas non plus extrêmement développé, comme du coup la relation de filiale, donc avec elle et Daemon qui est pas du tout développé, mais du coup on la développe beaucoup plus sur le personnage de Rhaena, du coup Rhaena qui, je trouve pas l'actrice folle, je trouve qu'elle joue pas super bien, la physique assez particulière, mais ça se voit, cet arc là est un peu long, je dirais. C'est moi je trouve ça cool quand enfin on se souvienne que Daemon a des filles, tu vois, et qu'enfin on développe sa relation avec ses filles, et qu'on développe un côté rédemptoire de Daemon qui va vouloir du coup se pardonner envers sa fille en la protégeant, parce que c'est à cause d'elle entre guillemets que Jacaerys est mort, et donc il s'en veut, etc., il veut pas la tuer. Donc je comprends l'arc, je comprends le fait que du coup Rhaena s'en veuille, etc. Après je trouve que c'est long.
c'est que pour moi on aurait pu faire ça en 3 épisodes, au lieu de régler ça à l'avant-dernier épisode, dans le sens où ouais, Jace est mort à cause de toi, etc. Après elle se morfond pendant 4 épisodes, elle va voir la reine de Harine 3-4 fois pour rien, tu vois, donc il se passe pas grand chose, et ça devient intéressant quand t'as Daemon qui cache le secret pour le coup, et quand à la fin du coup tu as Rhaenyra du coup qui découvre ce secret du coup, et là cette fois elle va essayer de faire tuer Chip Stealer, là du coup t'as toute cette séquence d'action, tu as 4 dragons, hein. Bah t'as 3 dragons il me semble sur Chip Stealer, et Chip Stealer t'as de la peine pour lui parce qu'il faisait juste sa vie, hein, tu vois, lui il était en mode vas-y je crame tout, et là boum il se fait défoncer par des dragons, hein. Après je pense que Daemon n'a pas tué Chip Stealer parce que du coup on ne l'a pas vu l'achever. Donc je pense que Chip Stealer reviendra dans la dernière saison, donc à mon avis c'est aussi un avantage que les Noirs pourront avoir pour la dernière saison aussi. Mais dommage qu'on ait autant étiré cet arc-là, c'est que c'est intéressant pour le côté relation avec Daemon, mais c'est vrai que sinon il y a des séquences où il se passe rien, comme l'arc avec Aegon, c'est que je trouve ça cool qu'on développe l'antre Aegon brûlé qui a quitté Port-Réal, avant son grand retour dans le bouquin qui est un retour surprise. Moi je trouve ça intéressant qu'on nous montre ce qu'il a vécu entre ces moments-là. Dans ce sens déjà je trouve que l'acteur est vraiment bon, c'est l'un des personnages les plus comiques de la série parce que en fait on lui donne un arc très Campbell. C'est qu'on est sur ce personnage de riche qui est complètement déconstruit parce que maintenant il est cramé, il se déplace mal, son bras droit c'est un mec qui boite aussi. Donc on est sur des personnages qui n'ont pas du tout le profil du survival on va dire. Et on les propose une quête à Joseph Campbell, on les sort de leur luxe pour découvrir le vrai monde, un monde sale, un monde terne, où ils vont devoir souffrir, ne pas manger, embrasser des bottes avec de la merde, tu vois. Donc moi je trouve ça intéressant de donner à Aegon un parcours de héros qui fait qu'il va en baver et qui fait qu'il va mériter son comeback. Ça c'est intéressant, tout en gardant le fait que Aegon reste un connard. C'est ça le truc, c'est que Aegon, il va vivre toutes ces épreuves certes, mais il va constamment refuser de ployer le genou quand on lui dit de ployer le genou pour la reine Rhaenyra, il va constamment essayer de buter des gens qui le détestent, qui le traitent mal, tu vois, il va constamment faire le connard, et t'as même du coup Larys qui va lui dire que ouais, vous êtes une mauvaise personne, monseigneur, tu vois. Donc c'est un personnage qui n'évolue pas, psychologiquement parlant, c'est un personnage qui a la haine, mais son vécu, mais son évolution en termes d'aventure fait qu'il mérite la fameuse séquence où il se dit « Maintenant je vais devenir quelqu'un de brave, j'en ai marre de me cacher ». Je vais crever pour ce que je suis, donc j'ai foncé vers la mort, et c'est à ce moment-là que du coup Sunfire ressuscite, sort de son hibernation. Après dommage qu'ils aient pas assez expliqué en quoi Sunfire a hiberné et était pas mort du coup, mais j'ai bien aimé l'exploitation du peuple qui exploitait le corps du dragon pour se faire de l'argent, etc. Et du coup tu as peut-être la séquence la plus marquante de cette saison, avec du coup Aegon qui fait son speech de façon très 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 exubérante, et le dragon derrière qui est en train de faire peur les soldats et qui les brûle, et du coup là tu as le comeback de Aegon, et ça c'est assez satisfaisant jusqu'à du coup Aegon qui va retrouver Aemond, et donc va le traiter comme de la merde et va accepter, pour l'instant sans pardon, tant qu'il l'aide du coup, donc leur alliance risque d'être assez intéressante en saison 4 du coup, puisque c'est deux frères qui ont essayé de s'entretuer, qui se détestent, et Aemond est tellement devenu pitoyable que Aegon n'a même plus envie de le tuer, donc c'était assez intéressant. Donc Aegon a eu un arc qui était plutôt cool, c'est juste que c'est très long, et c'est juste qu'il y a des épisodes où vraiment il se passe rien dans son arc. Ça pour le coup, c'est vraiment la longueur, quoi. C'est que moi j'aime beaucoup le personnage de Larys, c'est un peu le Littlefinger stratège de cette série, le fait qu'il avait capturé Otto dans cette saison par exemple, mais on aurait pu faire beaucoup plus, on aurait pu le montrer en forêt durant 2-3 épisodes et boum, le faire résurgir. Je trouve que pareil, l'arc est trop étiré en longueur, et il y a des épisodes où on les voit juste marcher dans la forêt sans rien faire. Donc on aurait pu aller plus loin, je pense, sur cet aspect-là. Et puis l'arc de Aemond, pareil. L'arc de Aemond, c'est aussi assez peu intéressant. C'est que Aemond, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je trouve que l'acteur a beaucoup de charisme, il a un physique très particulier, il ferait un excellent Joker, je trouve. C'est un personnage qui a toujours été rabaissé par tout le monde, qui a toujours eu besoin d'une présence maternelle et sexuelle en même temps, ce qui est très bizarre, bien sûr, et qui s'est toujours vu comme sous-exploité, sous-estimé par son frère, par sa famille, et enfin le gars devient roi, et malheureusement il est en train de perdre, il s'enferme à Harrenhal, et là du coup on lui offre l'arc opposé de Daemon, parce que du coup ce sont les opposés, que ce soit dans leur nom qui sont plus ou moins inversés, et dans leur rôle, les deux sont les seconds de leur roi-reine respectifs. Du coup je comprends le délire d'offrir l'arc que Daemon a eu à Harrenhal avec du coup Aemond, mais on s'ennuie. Et je trouve qu'on n'apprend rien de nouveau sur le personnage, c'est qu'on savait qu'il avait une obsession pour les figures maternelles, on la retrouve avec le personnage de Alice Rivers, je trouve que l'actrice est très bien dans son rôle, et enfin on dévoile sa backstory dans le dernier épisode, ce qui est assez intéressant,
mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où il se passe rien, où Alice Rivers elle est en mode Batman, elle sort des chauves-souris de nulle part, ou je ne sais où, t'as Veigar qui s'est barré, on sait pas où est passé Veigar, et on n'aura jamais la réponse dans cette saison malheureusement, donc pas de Veigar dans cette saison quasiment, et du coup t'as Aemon qui est malade dans son lit, et qui est con parce qu'il se fait embrocher quand il attaque Reynaud, quand il tue du coup le Tully, et ensuite il se fait empoisonner par sa mère, et Alicent, on va en parler juste après, mais du coup c'est un personnage qui est extrêmement naïf, et à la fin il accepte son statut un peu d'homme pitoyable, qui veut juste vivre sa vie, qui veut plus régner, et qui accepte que Aegon revienne le chercher, mais à la fois c'est un personnage qui veut vivre avec Alice, qui voit l'avenir avec Alice, qui voit un enfant avec Alice. Du coup c'est un personnage qui est tiraillé entre le passé de son frère, avec lequel il peut essayer de se racheter, et l'avenir avec le personnage d'Alice qui l'aime vraiment en tant que figure maternelle et femme, on va dire. Donc du coup, donc son arc qui est intéressant psychologiquement parlant, mais il y a quand même 3 épisodes où il est absent. Et il y a quand même 1 ou 2 épisodes où il se passe rien avec son personnage, quoi. Du coup, c'était assez ennuyé, malheureusement, on aurait pu en... Reynaud, c'est vraiment le point noir de cette série, c'est une dinguerie, quoi, ça me fume. Mais du coup, on découvre que le personnage de Alice était du coup la femme de Arène le Noir, donc le Arène le Noir qui a été tué par Aegon le Conquérant. Du coup, je suppose qu'on reverra l'actrice dans le film que Warner Bros va sortir après 2028 sur Aegon le Conquérant, donc je serais curieux de voir ça, du coup. Et du coup, j'ai bien aimé cette révélation qui est pas du tout dans le bouquin, ils ont complètement inventé ça, le fait que du coup, elle ait perdu son fils, et que ce château lui revient de droit, parce qu'elle était la femme de Arène le Noir. Donc ça, je trouve que c'est une justification qui marchait bien dans le personnage, qui la rendait beaucoup plus complexe que juste être la sorcière, tu vois. Donc ça marchait assez bien. Et puis du coup, Alicent, ça se voit, déjà dans le bouquin, Alicent, une fois qu'elle est enfermée, elle fait quasiment plus rien, en principe. Elle sert à rien. Et comme là, on a quand même l'actrice Olivia Cook, quand même une actrice qui est quand même populaire, c'est vraiment elle, Daemon et Rhaenyra qui était le grand trio de la saison 1, quand même. Donc il faut lui donner un giga rôle, quoi. Et malheureusement ils savent pas quoi en faire, c'est que pareil, tu vois, le personnage a essayé de fuir Port-Réal, elle se fait choper, elle a respecté son pacte avec Rhaenyra, il y a des séquences intéressantes entre les deux qui se parlent, quand même, la séquence où elle lui dit que ouais, tu penses que tu vas pouvoir rester reine en gardant ton intégrité, bah non, tu vas pas du tout garder ton intégrité, tu vas pas réussir à le maintenir, c'est sûr que tu vas te corrompre de l'intérieur, c'est impossible autrement, quoi. Ça c'était intéressant, tu vois. Quelques séquences on développe enfin un peu plus la relation avec sa fille, du coup, elle est Elaina, du coup. Mais le personnage, qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. C'est que le personnage, en fait, je pensais que la mort d'Otto aurait pu déclencher quelque chose de fort entre la relation entre Rhaenyra et Alicent. Au final, pas vraiment. Il se passe pas grand-chose, c'est assez mou du genou. C'est un personnage qui ne fait que réagir plus que agir. Elle réagit au fait que le Daeron, c'est pas le vrai Daeron, tu vois. Et ensuite, à un moment donné, elle est en train de supplier Rhaenyra de pas tuer tel personnage, etc. Parce que du coup, tu as tout le dilemme de Elaina qui est enceinte, du coup. Et du coup, elle est enceinte potentiellement d'un futur rival pour le trône de Rhaenyra, du coup. Et donc ça, c'est un arc qui marche bien, avec le fait qu'elle reprenne le produit et qui lui permettait d'avorter, entre guillemets, l'enfant qu'elle prenait en saison 1 et 2. Du coup, ça, c'est un truc intéressant, mais malheureusement, la relation avec Elaina marche bien, mais malheureusement, le personnage, on sait pas quoi en faire, ça avance pas. Et puis, tu as tout le délire que j'ai pas du tout aimé de Rhaenyra qui lui demande d'aller tuer Aemond, juste elle et un soldat, alors que meuf, tu pourrais juste envoyer un dragon à Harrenhal, faire brûler Harrenhal, et c'est bon, tu vois, tu sais qu'il n'y a plus Vhagar, frère. Attaque Harrenhal, c'est bon. Du coup, je trouve ça débile d'envoyer Alicent. En plus, elle a voyagé vite, hein. C'est que c'était marrant parce que du coup, t'avais Aemon qui avait des visions d'Alicent, et ensuite, boum, t'as la vraie Alicent, et tu dis, c'est la vraie. Elle est déjà arrivée à Harrenhal, tu vois. Parce que là, pareil, dans cette saison, on a des problèmes de téléportation. S'il y a des personnages qui voyagent très très vite d'une cité à une autre, pour le coup. Mais j'ai détesté cette séquence-là. Je pensais qu'ils allaient peut-être changer le sort de Alicent par rapport au livre, ou dans le livre, il me semble qu'elle est là jusqu'à la fin, et que Aemon l'aurait tué, tu vois. Tuer la mère pour ne plus l'obéir et devenir son propre homme, entre guillemets. Et au final, non. Alicent est dans le château, elle mange avec eux, et puis boum, elle empoisonne Aemon de façon... Aemon qui était très naïf, et elle repart. Et bien sûr, Aemon survit au poison, etc. Du coup, l'intervention de Alicent n'a servi à que dalle. Du coup. Ce qui fait que, pour moi, ça n'avance pas, il se passe rien. Psychologiquement, ça fait un peu avancer Aemon, mais à part ça, il se passe rien. Et puis ensuite, elle est toute seule dans la forêt, a priori tout va bien, on la voit dans un campement avec des soldats à la fin de la saison, on devine qu'elle apprend plus ou moins que sa fille est morte, mais Alicent... Fallait la buter à ce moment-là. Je le dis. Tu vois, même la séquence où ils sont enfermés dans le couloir à la fin, un peu en mode suspense, est-ce qu'ils vont survivre, et puis boum, l'intro l'épisode d'après, on rouvre le titre à des soldats qui les trouvent, il se passe rien, quoi. On s'ennuie. Donc ça, c'était pas vraiment réussi pour le coup, hein, je dirais. Et tu as l'arc de Daemon que j'ai trouvé plutôt convaincant, pas parfait, mais plutôt convaincant, du coup. Daemon qui maintenant que Rhaenyra est devenue reine, assiste à des réunions alors que Daemon c'est un homme d'action, c'est pas du tout son profil de personnage de faire ce type de choses. Du coup, tout ce qu'il veut, c'est retrouver le ship
killer. Du coup, on va enfin redévelopper toute sa relation avec ses filles, enfin, du coup, une de ses filles, tout du moins. Donc ça fonctionne aussi. En dehors de ça, il y a toute sa relation avec, du coup, les manteaux d'or. Du coup, le fait que les manteaux d'or, ce soient un peu ses poulains, les soldats qu'il a entraînés, etc. Et donc t'as tout ce côté un peu Seven Fincher qu'ils ont voulu faire, avec Hormund qui a ordonné la mort de tous les manteaux d'or, du coup avec cette mise en scène très la scène à la fin de l'épisode 5 je crois, qui fonctionnait assez bien pour le coup en termes de visuel, et donc t'avais ce côté enquête qui était pas inintéressant avec Daemon. Après je trouvais ça assez con le fait qu'il se déguise en manteau d'or, et que bien sûr c'est que à ce moment-là que les gens qui essaient de tuer les manteaux d'or sont cons et qu'il y a que un mec qui essaie de le tuer, c'est très débile, hein, ça marche pas. Mais du coup tout l'enquête des manteaux d'or marchait plutôt bien, globalement c'est pas une dinguerie, et du coup tu as toute la fin, du coup tu as Daemon qui participe à la bataille de Tumbleton, et du coup on voit Daemon enfin dépasser, c'est que là Daemon il voit toute la destruction qui a été causée à Tumbleton, et il se rend compte que oui, là ce sera la merde pour Rhaenyra. Pour le coup, donc parce que du coup toute la stratégie de Hormund c'était que si Tumbleton était attaqué, bah Tumbleton c'est une ville qui est du côté de Rhaenyra, du coup si Rhaenyra détruisait la ville, bah elle détruisait des partisans à elle quoi. Et du coup bah c'est effectivement ce qui s'est passé avec le pétage de plomb de Ulf, ce qui fait que ben Rhaenyra est un peu dans la mouise à la fin de cette saison, et donc tu as Daemon qui s'en rend compte, et c'était intéressant de voir Daemon être confronté à un personnage qui était plus fort que lui physiquement, du coup le mec qui est joué par Brasso du coup. Et puis il y a aussi le conflit de vision entre Daemon et Rhaenyra qui est assez bien développé, le fait que lui veuille conquérir tout Westeros, toute la planète, etc., toutes les îles, etc., c'est que lui s'il était roi, il serait un conquérant vraiment sadique et cruel, là où Rhaenyra veut ressembler à son père, essayer d'être altruiste, etc., mais les événements vont faire qu'elle ne va pas pouvoir le rester malheureusement, et j'aime bien les séquences où les deux parlent valérien, parce que du coup ils s'isolent du reste de Westeros et de Port-Réal. T'as notamment la séquence où ils sont en train de simuler le fait qu'ils prient pour le dieu des sept, je crois que ça s'appelle, et t'as tous les gens qui prient, et t'as eux qui parlent valérien avec les flammes des bougies, donc ça reflète le côté targaryen, et du coup ils parlent le valérien dans un lieu de culte qui n'est pas du tout leur religion à eux. Donc il y a limite un côté sacrilège que j'ai bien aimé dans leur discussion en valérien, qui marchait assez bien. Donc il y a l'état d'esprit de Daemon qui est assez bien développé dans cette saison, et puis on verra comment ils vont conclure son personnage en saison 4. En principe je le sais, mais on verra quand même. Du coup tu as les personnages des bâtards, c'est que en dehors des Velaryon, tu as Ulf et Hugh, qui sont pour moi je pense des améliorations par rapport au bouquin, par rapport à ce que j'ai pu regarder. C'est que Ulf, en vrai c'est un personnage que j'aime bien, parce qu'en fait on dirait Martin Freeman un peu. C'est que Martin Freeman il a vraiment cette vibe d'acteur gentil, bonne bouille, gars normal à qui tu peux parler, sauf que lui dans ce visage-là il a un côté un peu connard, tu vois. Ce qui fait que le personnage il est assez intéressant, et ça crée des thématiques super intéressantes sur son personnage, dans le sens où c'est un mec qui boit des bières, c'est un mec de la plèbe, il se fait des potes, il fait la fête, il fait l'amour, etc. Et là boum il devient chevalier, le mec il a un dragon, il a un statut maintenant. Et malgré tout, il est pas heureux, parce qu'en fait, maintenant qu'il a un statut de dragonnier, il est utilisé comme outil, comme objet pour la conquête de Rhaenyra. Et du coup, c'est un personnage qui maintenant est obligé de rester dans le donjon, qui n'a plus le droit de se balader dehors, qui n'a plus le droit de faire la fête, de revoir ses amis, etc. Parce que c'est un chevalier, il est plus digne de ça, quoi. Du coup, c'est un personnage qui est complètement enfermé entre ces deux vies, et qui à un moment donné va péter un plomb. Et du coup, notamment la séquence où tu as Daemon aussi est assez con, c'est que Daemon n'arrête pas de le traiter comme de la merde. C'est que Daemon il a aucune retenue, c'est que Daemon aussi est responsable d'une grosse partie des bêtises qui vont se dérouler dans cette saison. C'est parce qu'il a vraiment traité les bâtards comme de la merde, tu vois. Donc du coup la séquence où il se fait humilier par Daemon qui le frappe en pleine rue, et du coup tu as Hormone qui va se servir de sa faiblesse émotionnelle pour le manipuler, pour en faire son allié. Et du coup j'ai beaucoup aimé le twist où le mec il était pas présent durant la bataille de Tumbleton parce qu'il était bourré, il était en train de dormir dans les chiottes. Et du coup Hormone va le tabasser exactement de la même manière que Daemon. Et du coup contrairement au bouquin, dans le bouquin il trahit les noirs et il va donc bosser avec les verts. Là, il choisit aucun camp. Juste le gars qui lui a promis monts et merveilles, qui lui a promis de le respecter, l'a tabassé par terre au sol dans un vieux village. Et bah le mec va péter un plomb, il va sortir son dragon, il va buter tout le monde en fait. Et du coup, je trouve que son arc fonctionne super bien. Et du coup, c'est extrêmement différent de ce qu'on a dans le bouquin, où dans le bouquin il fait partie des Verts, il est avec les Hightower, etc. Là ça change beaucoup, et donc je serais très curieux de voir comment ils vont développer ça. Je pense aussi du coup à la séquence d'adoubement de Daemon, c'est que t'as des grandes séquences d'adoubement dans l'univers de Game of Thrones, et celle-là est vraiment traitée de façon anecdotique, parce que on sent qu'aucun personnage y croit à leur adoubement, tu vois, et ça marche assez bien. Notamment du coup le personnage de Hugh, qui est un personnage qui est plutôt attachant, parce qu'il y a vraiment ce côté valeureux. C'est ce mec-là, on sent que c'est un peu le héros au grand cœur, qui aime sa femme plus que tout, qui enfin devient le chevalier qu'il mérite d'être. C'est un mec qui est beaucoup plus sage que Ulf. Un personnage qui est assez intéressant, c'est un personnage qui fait tout pour essayer d'assurer qu'il puisse vivre heureux avec sa femme, de retrouver sa femme, etc. Et malheureusement, Rhaenyra n'a jamais le temps pour, du coup, régler ses soucis. Et malheureusement, le truc que j'ai pas du tout aimé, c'est tout le délire où il y a sa femme qui l'engueule. Le gars a failli mourir pour essayer d'avoir un dragon, et a essayé
d'avoir une belle vie en devenant un dragonnier. Et t'as sa femme qui est en mode ouais mais t'aurais dû rester avec nous, avec ta famille, parce que moi entre temps j'ai failli me faire violer, etc. et tout. Oui mais tu savais, en saison 2 t'as pas contré sa décision en fait. Du coup, ça n'a aucun sens que tu sois contre lui maintenant, quoi. Et du coup, elle va mourir, du coup, probablement violée, du coup, dans cette saison. Donc on verra comment ils vont gérer le pétage de plomb de Hugh, dans le sens où Hugh, normalement, lui aussi, il est censé trahir, comme Ulf dans la bataille de Tumbleton, mais là, il a pas vraiment trahi. Après, il peut être vu comme un traître, parce que Daemon a vu que Hugh n'était pas du tout venu pour la cause de Rhaenyra, mais pour sa femme, donc il doit être déjà vu comme un traître, mais je me demande comment ils vont en faire un vrai traître, en fait. Parce qu'il est dans aucun camp pour l'instant, comme Ulf, les deux sont dans aucun camp, donc je me demande comment ils vont faire graviter ces deux personnages-là qui sont des ions un peu compliqués à prédire, on va dire. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et puis dans l'arc de Rhaenyra, tu as le personnage de Mysaria, et Mysaria j'ai un peu du mal parce que déjà je trouve que l'actrice joue mal, j'ai du mal avec son accent, je trouve qu'elle a pas de charisme, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le jeu de l'actrice. Et du coup, ils te refont le coup, mais je trouve que ça marche mieux qu'en saison 2, où en saison 2, les deux se font un baiser random, je trouvais. Il y a une tension, on fait un baiser, voilà, ça faisait très gratuit. D'ailleurs comme Aemond qui embrasse sa mère, mais à la limite c'est cohérent avec son personnage. Là je trouve que ça marche mieux le fait qu'on essaie vraiment de jouer les pendules entre Daemon qui cache des choses à Rhaenyra et Mysaria qui essaye de convaincre Rhaenyra qu'elle doit être écoutée par elle, du coup. Et du coup je trouve que ça marche assez bien, tout en faisant des trucs assez cons, le fait qu'elle soit au courant pour le fait que Helaena soit enceinte et qu'elle le dise pas, il y a des choses un peu pas très intéressantes qui sont développées sur elle, mais je trouve que son personnage, il y a des choses qui sont pas ouf, j'aime bien la relation avec Daemon où les deux étaient ensemble et maintenant les deux se détestent, etc. Mais son personnage on en fait pas grand chose, je trouve qu'elle est pas très charismatique et il manque des éléments. Après par contre la fin où Rhaenyra la vire, ça peut être intéressant et je me demande si c'est pas elle qui va être un peu la chef de la rébellion du peuple, comme dans le bouquin. C'est dans le bouquin, t'as une personne qui va être responsable du peuple qui va essayer d'attaquer Rhaenyra, plus tard dans le bouquin. Je pense qu'elle aura parfaitement la place pour ça, c'est que justement t'avais une dame du peuple, plutôt qui lui avait dit que ouais tu resteras toujours une dame du peuple, tu resteras toujours une putain, du coup. Et justement le fait qu'elle embrasse Rhaenyra pour la soudoyer, entre guillemets, bah ça va sur le fait qu'elle reste en vérité une putain et qu'elle essaie de convaincre la reine en l'embrassant, quoi. Du coup je trouve que c'est cohérent, donc il y a un potentiel en approche, mais tout l'itinéraire était pas très intéressant, quoi. Par contre, Helaena, je trouve que le personnage d'Helaena était plutôt bien dans cette saison. Bah, Helaena, c'est un personnage qui a toujours été très passif, et elle est encore passive, mais c'est un peu le principe de son personnage, c'est que c'est un personnage qui prédit les choses, qui voit les choses arriver, mais qui n'arrive pas à agir dessus, quoi. Du coup, c'est un personnage qui est assez touchant, parce que c'est un des seuls personnages parmi les Targaryens qui n'est pas corrompu, qui veut juste vivre sa vie, qui veut juste retrouver sa fille, qui n'est pas morte. Par contre, du coup, j'ai trouvé ça très con, le fait qu'on a complètement oublié sa fille, et qu'à la fin de la saison, elle se suicide, tout en ne prenant pas en compte le fait qu'elle a laissé sa fille sans mère, quoi. Ça, je trouvais ça un peu con. Mais à part ça, j'ai trouvé que son personnage fonctionnait plutôt bien. Tu vois, j'ai adoré toute la séquence des visions, où du coup, elle prédit du coup les marcheurs blancs, elle prédit du coup l'attaque sur le donjon des dragons, du coup, où elle s'imagine elle sur son dragon, qui était assez stylé d'ailleurs. Donc elle prédit des possibilités qui vont se produire, et j'aime le fait que du coup, plus ou moins le générique de la série ce soit ses tapisseries à elle, du coup, le fait que c'est elle qui ait fait ces tapisseries là, et que ce soit le générique de la série, du coup, ça je trouve que ça marche assez bien. Donc ce personnage fonctionne assez bien, tout l'arc du coup sur son bébé, et sur le dilemme que ça cause, et sur le fait que Rhaenyra essaie de la manipuler comme un objet pour connaître son avenir et pour s'en servir comme avantage stratégique. Je trouve que ça marche, et je trouve que ça justifie bien le fait qu'elle ait envie de s'enfuir, qu'elle soit emprisonnée seule, une fois que sa mère s'en va, dans une prison dans laquelle elle peut pas s'échapper, et donc le fait que Rhaenyra commence à la torturer psychologiquement, à la forcer à manger, à la fin tu comprends qu'elle n'a pas d'échappatoire, et donc on comprend totalement son suicide. Ça me dérange pas qu'on le fasse hors champ, dans le sens où pour moi on évite de faire la même scène qu'avec Tommen dans Game of Thrones, quand il saute aussi de la même fenêtre en plus, je crois, donc sacrée fenêtre. Et du coup la saison se termine sur du coup Rhaenyra et Alicent qui ressentent la mort de Helaena, donc le personnage innocente qui est morte par rapport à la souffrance que ces deux figures maternelles lui ont causé, on va dire. Donc je crois que ça marchait assez bien. Et tu as aussi l'arc du personnage de Criston Cole. Donc Criston Cole qui est un personnage que j'aimais bien, parce que je trouvais que l'acteur qui parle français, d'ailleurs j'ai déjà vu des interviews de lui, faisait plutôt bien le café, et j'aimais bien cette idée du prince charmant, qui est le beau gosse, qui va un peu draguer la reine, qui est un peu le mec parfait, etc. Et plus la saison 1 avance, plus tu te rends compte qu'en fait c'est une grosse merde, c'est un connard, c'est un gars qui est prêt à tout pour le pouvoir.
et le mec, on fait de lui le roi alors qu'il a aucun mérite en saison 2, et du coup, il se retrouve dans des situations qui le dépassent complètement. Et là, on est après ça. Et j'ai bien aimé le côté un peu Oppenheimer de son personnage. C'est un personnage qui a vu que la guerre était inutile à côté des dragons, c'est que les dragons c'est des armes nucléaires, c'est clairement comme ça qu'on a un peu développé les dragons dans cette série, ce que je trouve cool, hein, le côté un peu arme nucléaire du coup de fantasy. Et du coup c'est un personnage qui a perdu foi en la vie, qui est en train de marcher dans la pluie avec ses soldats sans espoir, en se disant bah on va peut-être réussir une guerre, on va peut-être réussir une bataille. Oh merde, Aemon n'est pas venu, y a rien qui va. Et j'aime bien la relation un peu d'ami qu'il a avec Gwen. Mais c'est un personnage qui est complètement fataliste, qui a arrêté d'avoir de but dans la vie, qui a complètement lâché l'affaire. Et du coup à la fin, t'as Gwen qui l'abandonne. Il lâche un discours en mode vas-y on va gagner, etc. Et à la fin, bah, il accepte complètement sa mort. Au moins il a quand même droit à une cool scène d'action avant de mourir, parce que je crois que c'est un personnage qu'on a beaucoup vendu comme l'un des plus grands cavaliers chevaliers de l'univers de Game of Thrones. Mais il a quasiment pas eu de scène d'action depuis le premier épisode où il avait affronté Daemon, quoi. Donc là, je trouvais que là c'était cool, il lui donnait une scène d'action assez cool avec la massue et autres. Et puis il se fait prendre au piège. Et au lieu d'avoir droit à un vrai combat méritant un duel, au combat où il pourrait mourir comme un vrai chevalier, il se prend des flèches de façon lâche et il meurt par terre avant qu'il y ait une vraie bataille, en tenant en plus le tissu avec le tissu de Alicent. Du coup, avant de mourir, il a pensé à Alicent alors que Alicent en a rien à foutre de lui, tu vois. Donc c'est un personnage qui est vraiment devenu pathétique de A à Z, et je trouve que son arc est assez logique et son destin est assez cohérent avec son personnage, et c'est comme dans le bouquin quasiment en plus. Ma seule déception, c'est que son arc est trop long, et je pense qu'on aurait pu faire durer son arc en 2-3 épisodes au lieu de nous le garder pendant 6 épisodes quand même. Il y a beaucoup de moments où il est en forêt en train de marcher, donc il se passe rien, quoi. J'aurais aimé qu'on conclue un peu plus vite son arc, parce que c'est l'un des arcs qui a un peu ralenti la série, je trouve. J'ai quand même réussi à prendre pitié pour ce personnage-là, pour son côté fataliste, et du coup j'ai aimé sa conclusion, du coup, causée du coup par les personnages du Nord. Donc on a les vieux, c'est quoi, c'est des nordistes vieux, c'est que des groupes de vieux soldats nordistes, il me semble, que les Stark ont envoyés. Et du coup j'étais content de voir le personnage de Tommy Flanagan, du coup le Roderick qui s'appelle, parce que c'est un acteur que j'aime bien, surtout pour la série Son of Anarchy, Tommy Flanagan. Et ça se voit que le mec, ils l'ont surtout engagé pour le dernier épisode, du coup, parce que dans le dernier épisode, c'est son épisode, c'est que là, c'est lui qui mène le combat de Tumbleton, c'est lui qui mène quasiment tout, le mec, il tue des gosses, il tue des soldats, le mec, il se fait couper le bras, et le mec, il réussit quand même à embrocher les fesses de Hormoon, tu vois. Donc là et il fait très Asgardien, c'est que là, il y a le dragon qui va les brûler tous les deux, et lui, il est en train de sourire et de rigoler, tu vois. Donc on voit que c'est un mec qui est là pour mourir, mais qui veut mourir en tant que grand combattant, etc., sans honneur, un peu bourrin. Du coup, j'avais bien aimé, dommage qu'on n'ait pas du tout exploité son personnage dans les précédents épisodes, quoi. C'est que son personnage, il faisait vraiment de la figuration. C'est pour le coup, on aurait typiquement pu faire une petite relation cool entre lui et le jeune Tully, lui qui a genre 15 ans, tu vois. Ça aurait pu être cool de développer un peu une relation à la Limier Arya, tu vois, et que, au lieu de passer du temps sur Criston Cole, sur Aegon, sur Aemon, tu vois, on a pu développer ce personnage-là pour qu'on s'attache un peu à eux, jusqu'à du coup son éventuelle mort dans cet épisode-là, qui est une mort satisfaisante pour lui, parce que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait grand-chose en dehors du dernier épisode avec ce personnage-là, donc je suis assez déçu sur ça. Mais du coup, Hormoon, du coup, qui a une mort qui est assez réussie par rapport à son personnage, c'est que du coup, Hormoon, c'est un personnage qui est stratège, qui dès qu'il joue aux échecs, il gagne, mais une fois qu'il se retrouve sur le champ de bataille, bah il perd, il se fait défoncer, et il se rend compte qu'il est pas fait pour ça, et du coup, bah le mec, il se prend du sang dans la figure, donc il est sur le point de vomir, il a même pas le temps de vomir, donc le petit payoff de son gimmick des odeurs, et là, boum, il se fait embrocher avec une mort pathétique sur les fesses, et il se fait brûler vif par Ulf, parce qu'il a maltraité Ulf. Donc au final, sa colère, sa nervosité et son ego a causé sa perte. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'acteur Dan Fogler, qui est un acteur plutôt connu notamment des Animaux Fantastiques, qui joue du coup le nouveau banquier du royaume. Bon, on l'introduit de manière un peu stylée, et puis au final, il fait pas grand-chose pendant cette saison, mais on verra. Mais j'avais effectivement apprécié la séquence où Rhaenyra essaye de satisfaire le peuple, en leur donnant à manger, et en donnant du coup des rats à manger aux riches, et en forçant les riches de donner de l'argent. Donc c'est intéressant de voir comment l'évolution de Rhaenyra, plus pour moi, c'est bien mieux réussi, cette évolution-là, que l'évolution qu'ils ont donnée à Daenerys pour qu'elle devienne la Mad Queen dans Game of Thrones, où là, c'était vraiment rushé. Là, on comprend vraiment d'où elle vient, on comprend d'où elle perd la tête, comment tout s'embrouille, comment elle est en train de perdre du pouvoir. Et jusqu'au moment où elle choisit de tuer le Grand Septon, de tuer la religion qui maintenait le peuple en ordre, on va dire, et de faire ce discours fasciste, qui rappelle du coup Daenerys, du coup, où à la fin elle devient cette régente fasciste qui va imposer ses propres règles au peuple, en leur parlant en plus à la fin elle leur parle valérien, qui est une langue qu'ils ne comprennent pas. Du coup il y a ce côté étrangère qui vole la place au peuple.
Donc je pense que le peuple va vite se révolter durant la dernière saison. Et du coup, tu as eu le personnage de Corlys, comme j'ai dit, j'étais content de le voir enfin faire quelque chose dans ce début de saison, et puis j'ai adoré toute la séquence, du coup il veut légitimer ses enfants, et il traite du coup les enfants de Rhaenyra de bâtards, exactement comme son frère en saison 1. Donc on voit que lui aussi il remet complètement en doute du coup les actes de sa reine, du coup, et à la fin il se fait kidnapper. Bon, pour le coup le kidnapping était pas ouf, pour le coup c'est que, je sais qu'il y a un arc où il est censé être emprisonné dans le livre, mais son kidnapping, c'était intéressant stratégiquement pour Ormond, mais ça fait pas vraiment avancer Corlys, c'est qu'il est kidnappé, ensuite il est relâché par Gwaine, et ensuite il est pris par Daemon. Donc c'est vrai que sur la deuxième moitié de la série, on n'a pas fait grand chose avec Corlys, et ça c'est assez dommage pour le coup, donc voilà. Et puis le combat de Gueulette était quand même court, c'est que je sais que j'ai beaucoup de collègues qui aiment bien l'univers de Game of Thrones, qui ont trouvé ça décevant. Après moi j'ai bien aimé parce qu'il y a tout ce côté maritime et aérien qui rendait la bataille divertissante, avec Corlys d'un côté, avec Jaehaerys de l'autre, qui faisait que ça fonctionnait. Là le combat de Templeton ça marchait bien parce qu'il y avait ce côté vraiment viscéral, dur, où t'as Ormond qui met des enfants dans la ligne de mire, donc c'était assez horrible, et tu vois vraiment tous les villageois se faire brûler par Ulft, tu vois vraiment le chaos qui était assez intéressant à voir. Donc je trouvais que Templeton était peut-être mieux réussi que la bataille du Gueulette pour le coup, mais j'ai peur pour la saison 4, parce que oui là ça conclut, là on a compris, Rhaenyra elle est en mode Dark Vador, elle a son armure, elle a ses cernes un peu noires et tout, on a compris, tu vois. Mais du coup ils vont faire, en saison 4 comment ils vont faire? Du coup là je vais spoiler vite fait les livres je pense, mais tu as un fameux duel absolument culte. Personnellement, si moi j'avais bien rythmé les saisons de House of Dragon, j'aurais terminé sur ce duel culte. Parce qu'après ce duel culte, tu as des événements importants. Tu as une autre bataille à Tumbleton, mais je sais pas s'ils vont la faire parce que tellement de personnages ont été modifiés par rapport au livre que je ne sais pas si cette bataille-là sera faite. Tu as la confrontation, la confrontation de Aegon aussi qui va devoir être faite aussi. Tu as plein de choses qui vont devoir être faites. Et du coup, j'ai peur que la saison 4 soit rushée. Je suis quasiment sûr qu'ils vont nous faire des batailles hors champ parce qu'ils ont plus l'argent de toute façon. Ils auront l'argent pour faire peut-être 2 batailles, 2 gros événements, mais par rapport au rythme du livre, bah, il leur reste un tiers du livre et il reste une saison sur 4 saisons, quoi. C'est là qu'on voit à quel point ils ont pataugé pendant 2 saisons et c'est très dommage. Et du coup, ben, cette saison 3, heureusement, elle s'est plutôt bien rattrapée sur le dernier épisode et avait plutôt bien démarré, mais c'est vrai que là, j'ai peur pour la suite parce que la dernière saison, bah, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps, parce qu'à ce rythme-là, il aurait fallu faire 5 saisons, avec le rythme qu'ils font. Mais ils ne feront pas 5 saisons, donc House of Dragon c'était plutôt bien, mais malheureusement décevant, et j'ai peur un peu pour la suite, parce qu'il y a quand même des choix qui sont assez particuliers par rapport du coup au bouquin. Et puis du coup, bah maintenant je vais parler de la nouvelle série du coup Night of the Seven Kingdoms qui est sortie du coup en ce mois de janvier. Donc je n'avais aucune envie de regarder cette série-là parce que justement ça avait l'air de ressembler au type de série de fantasy qui m'intéressait pas, c'est-à-dire une fantasy de chevalerie. Une série de fantasy de chevalerie avec beaucoup moins de budget, qui ne suivrait que un homme avec un petit écuyer, du coup. Donc ce qui faisait très Mandalorian, un peu dans la relation avec ce grand homme et cet enfant. Et du coup, j'avais l'impression qu'on serait peut-être sur une série Game of Thrones PG-13, tout public, plus enfantin, plus chill. Bon, je m'étais largement trompé, tu vois, c'est que dès le premier épisode, t'as le mec qui fait caca, dans le deuxième, t'as un gros truc, on va dire. Et en fait, non. Tu vois, et en fait, la série, je l'ai quand même appréciée. C'est moins mon style, parce que moi, je suis plus fan du côté politique, trahison, dragon, etc., de la série House of Dragon. Mais en termes de pure qualité objective, Night of the Seven Kingdoms est largement meilleur que la saison 3 de House of Dragon. Déjà, la photographie est meilleure, elle est beaucoup plus colorée, on sent beaucoup plus la vie dans la verdure, dans le décor du tournoi, etc. C'est beaucoup plus vivant, je trouve, alors que le décor est beaucoup plus petit, pour le coup. Les armures, la DA est excellente, la DA est beaucoup plus cool. Mais après, c'est énorme. C'est que comme on est sur un tournoi, tous les personnages ont des armures très extravagantes qui sont là pour montrer leur blason. Là où dans House of Dragon, quand les gens portent des armures, ils portent des armures pour la guerre, quoi. Donc il n'y a pas à avoir du style. Après, je trouve quand même que c'est quand même largement au-dessus, c'est que l'armure du Baratheon avec ses cornes magnifiques, les armures des Targaryens, ça fait presque super-héros, avec la cape et le logo, etc. C'est assez cool, t'as un mec qui a une armure avec un arbre de pommes, tu vois. Donc le design des armures marche super bien. D'ailleurs, j'adore la BO de Ramin Djawadi sur la BO de House of Dragon, et du coup de Game of Thrones, et il a pas perdu de sa superbe sur House of Dragon, mais du coup c'est la première fois qu'on a un autre compositeur qui compose du coup pour cet univers-là, qui est Dan Romer, qui est un compositeur que j'aime beaucoup parce que c'est lui qui avait fait la musique de Superman et Lois, que j'aime beaucoup également, et je retrouve un peu des relents de Superman et Lois dans sa musique, et je trouve que sa musique fait plus fantasy classique, plus détente, plus chill, mais je trouve que sa musique est très cool. Et la série est très bien rythmée parce que du coup c'est une série avec des formats de toutes 6 épisodes de une demi-heure. Du coup moi j'avais tout maté comme un long film de 3 heures un peu, donc c'est une série qui passe très vite, qui se regarde très très vite, et toute la série est un setup pour un tournoi, et j'aime beaucoup le fait que du coup la série te surprend par rapport à ça, parce que au final le tournoi
va se faire d'une manière assez inattendue, il y a des twists par rapport aux gamins, il y a des éléments comme ça. C'est intéressant du coup d'enfin voir l'univers de Game of Thrones du point de vue du peuple, de façon plus importante. Donc là on voit des gens qui font des spectacles, des spectacles de guignols, de marionnettes, d'acting, de théâtre un peu, qui parlent un peu de la plèbe des Targaryens, tu vois, donc ça c'est intéressant. Il y a plein de personnes pauvres, on voit à quel point le personnage principal est très fauché financièrement parlant. C'est une série qui déconstruit le mythe du chevalier. Du coup, on suit ce mec-là qui est issu d'aucune famille noble, qui n'a quasiment rien avec lui à part un cheval et une épée, qui veut être un chevalier, qui veut être un homme bien, qui veut servir pour protéger les gens, etc. Et plus la série avance, plus ce personnage-là va se remettre en question sur son identité. Est-ce qu'un chevalier doit forcément hériter de la gloire, de la connaissance, être renommé pour son honneur, etc. Ou est-ce qu'il risque d'être oublié comme son ancien maître à lui, justement. Du coup, c'est un personnage qui est constamment remis en question parce qu'il veut être un mec bien, mais il veut mériter ce truc-là, il veut être quelqu'un d'honorable. Et en fait, le comparatif va être particulier, mais ça m'a beaucoup fait penser au Superman de James Gunn, mais on réussit cette fois-ci. C'est que du coup, c'est un personnage qui a vraiment cette carrure d'homme fort, beau gosse, qui est jeune, qui a pas trop de charisme encore, mais qui est en train de se construire. Il a vraiment ce physique du super-héros, on va dire, qui va essayer de mériter ce qu'il va devenir, d'être quelqu'un de bien, de sauver des gens, d'être une bonne personne. Et c'est rare dans l'univers de Game of Thrones de suivre quelqu'un qui est vraiment bon dans le fond en tant que protagoniste. Et du coup, c'est un personnage qui va être constamment ridiculisé parce que c'est un boy scout, on va dire. C'est un mec bien qui veut faire les choses bien. Le mec qui va croiser des prostituées, il va se faire insulter, il va se faire traiter, il va se faire maltraiter, etc. durant toute la série. Et le mec, malgré tout, va réussir à monter les échelons petit à petit, tout en maintenant sa valeur et en mettant ses valeurs à bon escient pour devenir quelqu'un de bien, pour devenir le chevalier qu'il mérite de devenir jusqu'au combat, jusqu'au moment où il devient ce chevalier-là, où la réalité va lui rattraper, mais où son cœur et sa bravoure va faire en sorte qu'il va mériter son évolution, quoi. Du coup, il y a vraiment, c'était ce que Otaku avait dit dans sa review, il y a un côté un peu Super Saiyan, où t'as le grand combat où il est en train de perdre, et t'as tout le flashback de sa vie, qui est en train de le remotiver, qui le réveille, et qui marchait assez bien aussi. Du coup, je trouve qu'il y a ce côté très super de James Gunn, où ce personnage est constamment ridiculisé, il y a un côté très comique, mais dès que les enjeux évoluent et augmentent, on a ce côté beaucoup plus charismatique, beaucoup plus premier degré et sérieux, où là, ce personnage-là, contrairement au Superman de James Gunn, accomplit des choses par lui-même tout seul, quoi. Ça, c'était le truc qui me dérangeait. Il a été ridiculisé de manière à ce qu'à la fin, on puisse enfin le prendre au sérieux, ce qui crée une balance dans la tonalité de la série. Parce que du coup, la série est très légère, il y a beaucoup d'humour dans cette série, de l'humour qui marche très bien, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'humour de situation, on ridiculise un peu le personnage, surtout qu'il est avec un gamin qui est très maniéré, très bien élevé, très bon en vocabulaire, etc. Du coup, on est sur ce chevalier qui se fait passer pour un homme grand, un homme fort, un homme noble, qui est en train de faire la morale à un enfant qui est limite plus malin que lui. Du coup, la relation entre les deux fonctionne assez bien sur cet enfant qui veut fuir son passé, effectivement. Donc voilà, donc c'est une série que je vous recommanderais davantage. C'est une petite histoire qui a sa conclusion, et chaque saison de cette série devrait être une petite histoire. Donc ça risque d'être intéressant. C'est que là, on était sur un décor plus forêt, rural. En saison 2, je crois qu'on sera sur quelque chose de beaucoup plus désertique. En saison 3, on sera sur quelque chose de plus enneigé, je crois. C'est que chaque ville où ils vont voyager, on va changer de décor à chaque fois. Après, je sais pas jusqu'où ils vont faire évoluer cette série, parce que Martin n'a écrit que 3 nouvelles, je crois. Donc 3 saisons. Et après, les showrunners veulent faire 4, 5, 6 saisons, on voit les acteurs grandir, l'enfant grandir, etc. Et puis le showrunner avait dit qu'il voulait faire une pause de 20 ans, et faire une nouvelle saison 20 ans plus tard, ce qui est quelque chose qui est pas courant, où là, les personnages ont grandi, et là il se passerait des événements intéressants, etc. Mais le truc c'est que c'est bien beau d'imaginer tout ça, mais Martin n'a écrit aucune de ces nouvelles-là, de ces histoires-là. Donc bon, après faut voir, après ils peuvent faire comme Game of Thrones et s'émanciper de l'histoire du livre et faire leur propre truc, mais je suis pas serein sur ça non plus, on va dire. Mais du coup, si on spoil, du coup, le fait que le gamin soit un Targaryen, ça marchait assez bien, parce que ça montrait déjà à quel point la famille Targaryen était aussi fractionnée, c'est que du coup, t'as le gamin qui est quand même sur le point de tuer son frère à la fin de la saison, du coup. Donc même si c'est un gamin qui est innocent, qui est un peu gentil, etc., on sent qu'il y a un côté obscur en lui, qu'il y a une part de haine en lui, qu'il faudra que Duncan essaye de canaliser en lui. C'est pour ça que Duncan accepte de le prendre sous son aile, parce qu'il se sent beaucoup mieux avec lui que dans la noblesse des Targaryens. Et c'est intéressant de voir tous les profils de Targaryens qu'on a, c'est que du coup on a le mec bourré qui est complètement détruit, qui est complètement déconstruit au début de la série. On a du coup le fils, ce connard, qui est le gars que Duncan va frapper, ce qui va l'obliger du coup à effectuer la règle des 7 et à le combattre avec 7 chevaliers à ses côtés, 6 chevaliers à ses côtés du coup. Donc on a le connard avec une armure très très stylée. On a le mec bien qui respecte l'honneur, donc le personnage de Baylor, et qui malheureusement va en payer le prix. C'est que tu as cette séquence qui est très forte en émotion, où il dit qu'il va se battre pour Duncan, et à cause de Duncan, tu as un Targaryen, tu as le futur roi Targaryen qui va mourir carrément. Donc ouais, avec cette scène choc où il enlève son casque, on découvre que ça a arraché une partie de son cerveau. Et écoute, tu dis merde, le seul personnage méritant, le seul homme bien un peu des Targaryens meurt, et du coup tu fais merde, quoi. C'est comme le personnage de Ulf dans House of the Dragon,
où tout le massacre de Tumbleton a été causé par un mec qui s'est fait tabasser en sortant d'un bar, quoi. Tous ces morts ont été causés par ce petit détail. Et là, c'est la même chose. C'est que on a complètement altéré la lignée royale des Targaryens à cause d'un gars lambda qui devait être exécuté, que ce Targaryen-là, Baelor a voulu protéger, quoi. Donc moi j'aime bien un peu ce côté effet papillon qui est assez intéressant dans l'échelle des événements, du coup, parce que si Baelor aurait été roi, j'imagine qu'à tous les coups on n'aurait jamais eu Daenerys, on n'aurait jamais eu le roi fou, etc. dans Game of Thrones, donc je pense que c'est intéressant de voir à quel point certains petits événements peuvent impacter de façon importante de grands moments de cet univers-là, donc ça c'est intéressant. Et puis il y avait des choses qui marchaient assez bien, tu as tout le côté marionnettisme de la fille qui va construire, il me semble, le bouclier de Duncan, et du coup avec son bouclier qui est aussi cool, avec son aspect plus innocent dans le logo en mode arbre, qui marche assez bien, et du coup il va la protéger en tant que héros, et du coup il va taper le fils Targaryen, et du coup il va devenir le centre premier des Targaryens, ce mec qui était juste un soldat lambda, du coup, où il va découvrir que le gosse est un Targaryen, et qu'il a passé toutes ses journées avec un enfant Targaryen depuis le début, donc voilà. Et vient le combat qui était absolument incroyable, le combat c'était une dinguerie. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un combat aussi, ça m'a un peu fait penser au dernier duel dans le même délire, un combat aussi réaliste, aussi cru, aussi sale, où le mec il prend cher, quoi. C'est que le mec, oui, il gagne, il mérite sa victoire, mais il prend cher, quoi. Il se fait embrocher tellement de fois dans ce combat, il est tellement lourd au début. En plus, j'aime beaucoup le côté réaliste. On est dans son POV, donc on est souvent du POV de son casque, que ce soit des plans de ses yeux ou des plans par ses yeux, on va dire. Et du coup, on ressent son stress, il se chie dessus, il vomit, etc. Il est pas bien, il se dit il va mourir, etc. Et du coup, il va se battre et on ressent la violence, la puanteur, et le fait que ces deux combattants soient crevés, ils sont fatigués, ils se battent à peine, ils sont exténués, ils sont tous au bord de la mort, etc. Le combat, vraiment, en plus, avec le côté caméra-épaule, avec des mouvements de caméra très dynamiques, ça marchait super bien, il y avait vraiment un côté extrêmement immersif. Et pour le coup, ils ont extrêmement bien réussi tout le setup de cette série qui menait à ce combat-là, ça a marché de façon très satisfaisante. En plus, avec tout le côté shonen, où du coup, il y a le flashback de comment il a rencontré son maître. Son maître qui est très marrant, parce que du coup, on te le traite un peu comme le vieux plouc qui le frappait quand il était enfant. Mais tu vois que ce mec-là qui a été oublié, c'était quand même un homme bien, qui l'a protégé, qui l'a pris sous son aile, qui lui a sauvé la vie, quand il était juste un jeune enfant voleur qui avait une vie de merde avec sa copine qui s'est fait égorger quand même. Donc c'est pour ça que je pensais que ça allait être une série pour enfants. En fait non, pas du tout, c'est que dès que t'arrives sur la deuxième moitié de la saison, ça devient une série Game of Thrones, quoi. C'est violent, c'est gore et tout, donc il se passe des choses. Donc ça reste quand même assez choquant dans ce délire-là. Et puis tu as des personnages qui sont super cool. Justement, t'as son meilleur pote, qui, j'ai plus son nom du tout, avec son accent très irlandais, british, qui se fait adouber alors que le mec c'est pas du tout un chevalier, qui survit en plus, qui était assez attachant, le mec qui était assez sympa. Et t'as le personnage du Baratheon qui était très très cool. Il m'a beaucoup rappelé Tony Stark, un peu dans la vibe. Dans ce côté, c'est le Baratheon qui est très fêtard, qui est tout embourré, qui est charismatique, qui est dragueur, et qui va limite devenir le meilleur poteau de Duncan. Du coup, c'est un Baratheon, certes, il a du privilège, certes, mais c'est un mec qui a de l'honneur et qui respecte Duncan. Du coup, je trouve que c'est un personnage qui était très très cool aussi. Puis tu as des personnages que tu retiens juste par des gimmicks. T'as le mec qui arrête pas de cracher sur sa tasse, tu vois. Du coup, il y a un petit côté caricatural, un petit peu médiéval sale, qui est vraiment assumé dans cette série, qui va contrebalancer avec le côté honorable de Duncan dans un univers qui est un peu puant, on va dire. Et puis à la fin, du coup, tu as l'enfant qui va quitter sa famille Targaryen pour voyager avec Duncan, et du coup, tu as le frère Maekar, qui est il a vraiment la tête du Maekar du portrait qu'il a dans les livres. Pour le coup, l'acteur est parfaitement bien casté. Donc, du coup, ils vont partir pour de nouvelles aventures à la fin. Et la série se termine, et c'était globalement une série assez satisfaisante. C'est que j'ai rien de mal à dire, en fait, j'ai aucun défaut à dire. Je trouve que les acteurs sont attachants, le binôme marche bien, il est assez touchant. C'est une série qui est assez mignonne, mais qui, dès qu'il faut être violent et dès qu'il faut revenir un peu dans l'ambiance Game of Thrones, va dans l'ambiance Game of Thrones. Dès qu'il y a de l'action, dès qu'il y a des actes importants, on ressent l'importance de ce truc-là. Et c'est intéressant d'avoir ce truc-là dans une échelle humaine, où on ressent l'impact de ce personnage-là qui est personne, et qui par défaut a causé la mort d'un Targaryen, et tu dis waouh, quand même. Donc ça marche assez bien, et je serais curieux, je suis pas hypé non plus, parce que c'est des petites histoires, on va dire, à l'échelle de Game of Thrones, avec beaucoup moins de budget. Mais objectivement, c'était extrêmement bien fait, on ressentait vraiment la vie dans le tournoi, le décor était très bien foutu, et le nombre de figurants aussi. Et donc globalement, je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire en saison 2 dans un nouveau décor, du coup. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié du coup cette critique de ces deux séries qui sont sorties cette année de l'univers de Game of Thrones. Prochainement, nous aurons la saison 2, du coup, de Night of the Seven Kingdoms l'année prochaine. Puis en 2028, on aura House of Dragon, la dernière saison. Et puis normalement, on devrait avoir du coup le film sur Aegon le Conquérant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ces deux séries-là, est-ce que vous appréciez l'univers de Game of Thrones ou pas. Et puis merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et je n'ai plus qu'à vous dire ciao.